courte plénière, d'abord pour vous accueillir officiellement, vous remercier d'être venu jusqu'à Brest et vous dire le plaisir qu'on a de vous recevoir. Voilà. Et pour vous présenter quelques membres enfin les chevilles ouvrières, enfin les membres essentiels de l'équipe d'organisation. Adnan Chader. Et la formidable Laura Assinatiran, qui non seulement va bientôt soutenir sa thèse, mais qui en plus a fait un travail absolument incroyable sur ce colloque. Donc vraiment un grand merci à vous deux et à toute l'équipe d'organisation. Voilà, il y a Marie-Noëlle Chalaï qui nous reçoit, puisqu'elle est la directrice de l'IAE. Sophie Lebris, qui dirige la chaire Résilience et Leadership, qui co-organise le congrès et qui le soutient. Et puis tous les gens qui ont la petite écharpe sont dans le comité d'organisation. On cherche des yeux pour être sûr de ne pas les oublier, mais non. Voilà. Alors là, on va avoir la première partie de Meet the Editors. Ensuite, il y a le Grand Barnum, dans lequel se passeront l'accueil le matin, hein, et les repas et tout ça, où là, les éditeurs nous attendent et où les rédacteurs en chef des revues seront là également tout à l'heure pour vous répondre à vos questions. Donc, on a 4 présentations sur 4 revues. Jean-Michel donc, va nous présenter la RGRH, ensuite Ewan, @GRH, Séverine ensuite la RFG, et puis Françoise, Gérer et comprendre. Voilà. Je vous laisse la parole. Hein, parce que... Merci Lionel, bonsoir à tous. Je suis toujours très heureux de contribuer à la GRH, cette fois-ci avec la casquette de rédacteur en chef de la RGRH depuis déjà 2 ans. Donc, je m'occupe pleinement de cette revue à laquelle nous sommes tous très attachés. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, cette revue, elle relève plutôt de ce qu'on pourrait appeler le canal historique de la GRH, puisqu'elle a été créée à peu près une année après la création de l'association en 89. Elle a été créée aux alentours des années 90 par le regretté professeur Jacques Rogeau. Donc c'est une revue qui a 32 ans à peu près, qui est bien installée dans le territoire, dans le périmètre de la gestion des ressources humaines. Et on avait souhaité, à l'époque, j'étais président de la GRH, et avec le regretté professeur Didier Retour, on avait souhaité créer une seconde revue, justement, parce que la GRH fait partie des BIG. On avait souhaité créer une revue académique qui soit dans on va dire, le canal officiel, à côté du canal historique. Et donc, @GRH est né aux alentours de 2014, quelque chose comme ça. Voilà, 2011, 2013, 2014 avec Chester et un peu l'envolée de la revue. Donc ces 2 revues existent et elles sont toutes les 2 de haut niveau scientifique. Alors la RGRH, bon, a quand même... c'est une revue de rang 2, c'est une revue où nos maîtres ont quand même publié, historiquement. Elle est quand même très ancrée. Ça paraît difficile de faire une grande carrière en GRH sans avoir publié dans cette revue. Donc elle est un peu incontournable. Et donc là, je m'adresse aux trentenaires et aux autres. Il faut absolument arriver à publier un article dans cette revue pour avoir quand même une reconnaissance. Je regarde Nathalie Coméras et d'autres. Pour avoir une reconnaissance quand même dans la communauté. Alors, de fait, il y a un phénomène d'autosélection des collègues. C'est un peu comme le concours d'agrégation, si vous voulez. Il y a 800 ou 900 maîtres de conférence, mais tout le monde ne se présente pas. Donc, les collègues s'autosélectionnent leur propre papier. Donc, le flux de papier que l'on reçoit est un flux correct, de très bonne qualité. On a rarement de papier très faible, donc de débutants, etc. Ce qui est une bonne chose, évidemment, je ne souhaite pas qu'il y en ait. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un phénomène d'autorégulation, finalement, qui s'est installé, sans doute du fait de l'ancienneté de la revue, du fait qu'elle est très connue, du fait effectivement qu'il y a un certain nombre de critères qui sont largement intériorisés par les membres de notre communauté académique qui existe depuis plus de 30 ans, donc la RGRH, inutile de le rappeler, c'est cette revue bleue que vous connaissez tous. Donc là, je vous présente le numéro 125 qui vient tout juste de paraître. Et on a été livré ce matin avec Lionel Honoré. On a reçu 300 exemplaires de cette revue, donc qui seront distribués demain à 9h, c'est ça, à l'ouverture. Voilà. Et donc, j'en profite pour dire que nous avons à peu près 285 participants.
290, et nous avons 300 exemplaires de la revue. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit discipliné et que tout le monde ne prenne qu'un seul numéro, qu'un seul exemplaire, pardon, pour que tout le monde puisse évidemment être servi demain. Mais je sais que tout le monde respectera cette règle. Si on en avait 600, évidemment, ce serait possible. Mais là, il y a 300 exemplaires. Donc demain, vous aurez le dernier exemplaire, qui est vraiment un très bon numéro d'ailleurs. Hein. Vous verrez, il y a un très bon papier sur la GRH environnementale, un papier sur le genre, bon, etc., sur les équipes virtuelles, et puis aussi sur la génération des slashers, etc., de la nouvelle génération de salariés. Vous verrez, c'est vraiment un très bon numéro. Vous en jugerez. Donc je pense que c'est une revue qui est historiquement ancrée, mais qui connaît quand même une vraie dynamique. Alors, pour faire encore dire quelques mots, c'est une revue aussi qui, méthodologiquement, est ouverte. Hein. Donc on admet évidemment des méthodologies quantitatives, etc. Mais on admet aussi, et de plus en plus, des recherches de terrain de qualité, avec des travaux, tout à l'heure on parlait de méthodologie qualitative longitudinale. Bon, voilà, hein. Donc c'est une revue qui est très ouverte sur le plan méthodologique. Il n'y a pas de mainstream, hein, donc il y a vraiment plusieurs approches possibles. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. On est très exigeant sur le plan conceptuel, par contre. Donc on est très exigeant sur le plan conceptuel, mais on est de plus en plus sensible, évidemment, aux impacts aussi que les collègues mettent en avant, et aux impacts, aux implications managériales des papiers, etc. Donc on essaie de trouver des équilibres, hein, avec le comité de rédaction de cette revue, entre les différents éléments que j'ai évoqués. Donc je salue évidemment la mémoire du professeur Rojo qui a lancé cette revue, qui a été bien repris et géré de main de maître par le professeur Alice Leflanchec, donc depuis fort longtemps. Et puis j'ai pris le relais il y a à peu près 2 ans. On a beaucoup été aidé par Astrid Mullenbach aussi, évidemment, avec qui beaucoup d'entre vous ont traité, hein, et qui a fait aussi un gros travail. Donc on continue sur cette dynamique. Donc voilà, donc on vous invite à soumettre, hein, des papiers. Je rappelle ou je précise qu'il faut impérativement passer par SK et par la plateforme SK de soumission à la revue. Il n'y a pas d'autre moyen de soumettre que celui-ci. Il n'est pas possible de m'envoyer un papier comme ça, il faut passer par la plateforme obligatoirement. Bon, mais si vous n'arrivez pas à la trouver, vous m'envoyez un mail et je vous répondrai. Mais il faut passer par la plateforme. Bon, on a une file d'attente, vous l'imaginez. La revue est un peu victime de son succès, mais avec de la patience, on arrive quand même à des bons numéros, à des bonnes publications. Ce que je peux aussi dire, c'est qu'on a 4 numéros par an. Et depuis que je dirige la revue, on est passé à 4 articles par numéro, ce qui fait 16 papiers par an. Et dans chaque numéro, on a un article en anglais sur les 4. Et le 4e numéro, le numéro du 4e trimestre, si vous voulez, par contre, est totalement en anglais. Voilà, hein, donc ce que je voulais dire. Alors pour conclure, donc voilà, c'est aussi une invitation à proposer des résultats de recherche. Bon, il faut proposer des recherches abouties, hein, donc des doctorants, etc., qui sont en milieu. C'est évidemment prématuré de s'adresser à cette revue. Hein, c'est plutôt au moins des docteurs et des travaux aboutis, des résultats éprouvés, etc. On est très sensible à la discussion des résultats aussi. Bon, voilà, tout est une question d'équilibre. Je vous remercie évidemment pour votre attention. Cette revue a 32 ans. J'espère qu'on va continuer à garder. On a conservé ce rang 2 qui est quand même un rang de très haut niveau. Et pour nos carrières, pour vos carrières, parce que la mienne elle est un peu derrière déjà, mais pour vos carrières, c'est vraiment important qu'on ait ces 2 revues dans lesquelles vous pouvez, les uns et les autres évidemment, publier. Et j'appelle aussi, puisqu'il y a beaucoup dans cette salle, il y a beaucoup de collègues qui contribuent au reviewing, évidemment. Plus que jamais, on a besoin d'évaluateurs, donc n'hésitez pas non plus à vous signaler si vous souhaitez évaluer pour la revue de gestion des ressources humaines. Voilà, je vous remercie. Et donc je passe la parole à mon collègue Ewan Ouari, qui s'occupe de la revue verte et donc du canal, on va dire, officiel. Merci Jean-Michel, bonjour à toutes et tous. J'essaie de voir si éventuellement ça s'ouvrait, sinon c'est parfait. Donc comme l'a dit Jean-Michel, donc je suis
co-rédacteur en chef avec Benoît Grasser de la revue @GRH. Comme l'a dit Jean-Michel, donc c'est la revue de l'association avec RGRH. Donc vous avez là @GRH. Après, je vous ai mentionné là les principaux éléments de la revue. Revue généraliste en gestion des ressources humaines. Donc c'est on attend quand même clairement des articles qui vont parler de gestion des ressources humaines, avec une vraie ouverture sur les disciplines, en stratégie, organisation, en ergonomie, etc. On a vraiment régulièrement des articles qui utilisent des concepts en ergonomie, en stratégie, en organisation, pour les interroger du point de vue de la RH. Et donc, on publie ça très souvent. Je pense qu'on est bien repéré justement sur cette dimension-là interdisciplinaire. On est aussi dans la ligne de l'association, c'est-à-dire très ouvert à la francophonie. Donc, on reçoit beaucoup de papiers de l'ensemble de la francophonie. Je mène personnellement une campagne pour que mes collègues québécois candidatent plus à @GRH, mais c'est un travail en cours. Donc voilà, la francophonie. Et puis, les préoccupations managériales. Alors voilà, on aime beaucoup quand vous arrivez à la fin d'un article à avoir au moins une partie. Alors, Didier Retour, qui était à l'origine de cette revue-là, donc à Marrakech en 2011, lui, il voulait même que dans les thèses, il y ait à la fin des thèses une partie détachable qu'on aurait pu utiliser pour faire des préconisations managériales. Évidemment, on n'arrive pas à ce niveau-là, mais enfin que dans les articles, il y ait des préconisations managériales qui soient bien connectées aux résultats que vous venez d'obtenir. C'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup et donc qu'on publie volontiers. Après, je dis juste un mot parce que on reçoit quand même beaucoup, principalement, d'articles méthodologiques qualitatives. Et on aime beaucoup ça, et on aime bien. Juste dire qu'on est aussi ouvert au quanti, qu'on est aussi ouvert aux articles purement théoriques. Alors, de mon point de vue, c'est souvent les plus difficiles à publier, parce qu'il faut arriver à démontrer qu'on a réellement apporté quelque chose sur le plan conceptuel, mais on est complètement ouvert, des articles théoriques, et puis quali et quanti, méthode mixte si vous voulez, etc. On est vraiment... les articles peuvent être rédigés en français et en anglais, je tombe. En français et en anglais. Alors clairement, on est la revue de l'association francophone, donc l'essentiel de nos articles sont en anglais, en français. Mais on en publie en anglais si vous le souhaitez. On réfléchit même éventuellement à aller de manière un peu plus systématique vers l'anglais, tout en gardant bien sur le français, mais peut-être que c'est quelque chose... On va travailler ça demain avec le comité de rédaction. Peut-être vous l'avez vu, depuis là maintenant 6 mois, on est accessible sur Cairn International. Ça veut dire que l'ensemble des résumés, des titres, des mots-clés sont accessibles en anglais. Alors après, souvent le texte est en français, mais ça fait travailler le français à nos amis internationaux et c'est toujours bon. Là aujourd'hui, on est sur une durée de 3 mois entre le moment où on reçoit l'article et puis où on peut le publier. Ça, évidemment, ça dépend du nombre d'évaluations que vous avez. Et quand je dis 3 mois, c'est parce qu'il y a 1 ou 2 évaluations, 1 ou 2 tours maximum, si on en a plus. Et puis ça nous arrive parce que on fait encore partie des revues qui disent bon, cet article a un potentiel, on va l'accompagner. Puis du coup, parfois, ça nous prend 3 ou 4 tours. C'est pas bon pour nos classements et nos indices parce qu'ils veulent qu'on publie vite, mais on continue à faire ce travail-là. Mais donc aujourd'hui, voilà, on arrive à faire des bons temps. Grâce, en fait, je peux vous le dire très clairement parce que vous verrez, c'est elle qui vous répondra. Sarah Durel, c'est la secrétaire de rédaction, sans qui Benoît et moi ne serons rien. C'est-à-dire, elle fait tout le travail qui est de recevoir vos articles. Donc vous les recevez, vous les envoyez. Je pense qu'on a mis la revue de la GRH gmail.com. Là, c'est la revue, c'est le courriel que gère Sarah. Oui, j'ai pas dit qu'on était rang 3 dans le classement FNEJ. Et donc c'est Sarah qui fait la relance de tous les évaluateurs, la relance de tous les auteurs, parce que c'est tout le monde qu'il faut relancer là-dedans. Il n'y a pas que les évaluateurs qui mettent du temps, aussi les auteurs. Donc voilà. Après, les clés de réussite, bon... Quand j'assistais au meet de l'éditeur, je trouvais que les éditeurs disaient toujours la même chose. Donc maintenant que je suis passé de l'autre côté, je dis la même chose. C'est-à-dire que voilà, on est intéressé par les défis contemporains. C'est sûr que quand on peut avoir un peu de nouveauté, là, vous verrez que on a. Ça, c'est donc le dernier numéro, c'est les meilleurs papiers du congrès. Là, évidemment, on a des choses sur le télétravail. On ne pouvait pas échapper à ça, quand même, d'avoir quelque chose à dire là-dessus. Donc, les défis contemporains. Et puis, comme je l'ai dit, la dimension application managériale, c'est quelque chose qui est important.
bien conceptualiser la question de recherche. Alors c'est basique, on le dit toujours, hein, mais inscrivez-vous dans la discussion scientifique de la revue, c'est-à-dire que la revue développe des articles, développe des thématiques, etc. Et c'est beaucoup plus facile pour nous si on est en mesure de dire « Ok, cet article qu'on vient de recevoir, il est inscrit dans telle discussion avec tels auteurs, et c'est des auteurs qui nous semblent intéressants. » Donc évidemment, s'inscrire dans une discussion avec un gap qu'on va identifier, hein, donc c'est toujours favorable. Explicitation de la démarche méthodologique, on le remet là parce que c'est quand même quelque chose peut-être qu'on avait l'habitude de un peu moins faire en France ou dans la francophonie, je ne sais pas, en particulier en Cali, c'est-à-dire que savoir quand et comment ont été faits vos entretiens, avec qui, etc., de manière un petit peu précise, comment ensuite vous les avez codés, ça nous aide à suivre votre démarche, comment vous êtes passé des concepts aux résultats que vous allez nous présenter après, donc c'est quand même important la démarche méthodologique, et puis quelque chose de lisible et clair, ça aide toujours. Donc 2 rédacteurs en chef, ça je l'ai dit, Benoît Grasser et puis moi-même. Un comité de rédaction de 12 membres, c'est eux qui vont recevoir vos articles en premier en disant ça oui, c'est de qualité suffisante pour rentrer dans le processus d'évaluation, ou alors on propose plutôt un desk reject, et dans ce cas-là, vous avez, en tout cas nous on insiste en tant que rédacteur en chef là-dessus, vous avez un message un petit peu détaillé pour expliquer pourquoi on pense que l'article ne peut pas être envoyé en évaluation. Et puis les membres du comité de lecture, donc on va prendre un des évaluateurs parmi ces membres du comité de lecture, et puis après on va un deuxième évaluateur en dehors de ce comité de lecture. C'est juste le comité de lecture est là pour avoir une espèce d'homogénéité dans le travail. Je signale juste parce qu'on a 3 numéros spéciaux en cours. Là, donc, numéro 10 ans, on l'appelle. Hein, donc là, c'est un peu faire un bilan de la recherche dans la revue @GRH. Comment est-ce qu'on peut développer des articles qui vont construire à partir de ces travaux-là. Et donc, vous voyez, on a essayé de reprendre les mots-clés. Donc ça, c'est le comité de rédaction qui porte ce numéro spécial. Donc une GRH multidisciplinaire, on est ouvert à des articles qui parlent de la GRH en lien avec d'autres disciplines, contextualisés. Donc c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de qualitatifs. Souvent, on est attentif à la dimension contextuelle des politiques de GRH, puis dynamique. Hein. Donc ça, c'est 14 novembre. Donc vous avez largement le temps pour écrire un article d'ici le 14 novembre. C'était une blague, mais vous pouvez quand même nous envoyer et puis posez-nous des questions aussi si vous me demandez si on pense que ça peut être intéressant, etc. Deuxième numéro spécial, donc expérience employée, marque employeur, là c'est un peu plus loin, 23 janvier 2023. Puis un troisième sur recherche quantitative inductive en GRH, enjeux et méthodes. J'ai mis, c'est les 3 numéros, mais je les trouve intéressants parce que ils sont assez représentatifs de l'activité de @GRH en tant que tel. Vous voyez donc à la fois de la GRH, des thématiques un peu innovantes, puis aussi de la méthodologie, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Donc voilà, c'est des 3 exemples de numéros spéciaux qui sont en cours. Les appels, alors soit ont été diffusés, soit vont l'être bientôt. Il y a une séance après où on pourra répondre à des questions plus spécifiques. Je crois que je vais passer la parole à Séverine pour la RFG. Merci. Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis Séverine Ventolini et donc je suis, comme c'est indiqué là sur la diapo, je suis rédactrice en chef adjointe de la revue française de gestion aux côtés de Lise Castaldi, la revue étant, on est chapeauté si vous voulez par Aurélien Rouquet qui est le rédacteur en chef adjoint, et on est également aidé par Hugo Gaillard pour tout ce qui est la valorisation de la revue. Donc déjà, je voudrais remercier la GRH de nous laisser l'occasion de présenter la RFG, puisque ce n'est pas systématique que l'on puisse la présenter, dans la mesure où il y avait jusque-là pas beaucoup de rédacteurs en chef adjoint ou de rédacteurs en chef qui soient issus de cette communauté. Donc là, on est 2, puisque Lise est également membre de la GRH. Donc voilà. Donc je vais vous présenter 2 choses. Je vais vous présenter un peu le positionnement de la revue et puis le processus de soumission, mais je vais essayer d'être assez brève.
Donc ça, c'est nous, hein, si vous voulez nous identifier. Vous avez peut-être déjà croisé. Donc la revue, je n'ai pas apporté d'exemplaires, mais nous, c'est une revue blanche avec quelques couleurs, et cette année, c'est rose. Donc la revue française de gestion, c'est une revue qui est généraliste. C'est une très ancienne revue hein, dans les sciences de gestion. C'est un petit peu la revue historique d'ailleurs des sciences de gestion et de la FNEJ. C'est la principale publication francophone dans le domaine du management, et donc elle a une visibilité à l'international dans l'ensemble des pays de la francophonie. Voilà, donc le positionnement de la revue, il est d'être ouvert à l'ensemble des disciplines des sciences de gestion, et également il a une forte visée d'implication managériale. En tout cas, elle est beaucoup lue par également les professionnels dans les organisations. Donc notre raison d'être, hein, puisque on a un peu réfléchi à ça, c'est de contribuer au développement d'une pensée théorique francophone, hein, on y tient beaucoup, innovante dans le domaine des sciences de gestion et du management, et d'essayer de le valoriser au maximum auprès des différentes organisations. Donc de ce fait, on a, et encore une fois merci Hugo pour ça, on a un écosystème de valorisation, donc c'est assez développé hein, à la RFG, puisqu'on a, donc au-delà d'être présent sur l'ensemble des réseaux sociaux, on a un partenariat avec The Conversation, et puis un partenariat avec Xerfi Canal, que vous avez tous déjà certainement vu. Donc systématiquement, quasi systématiquement, lorsque des articles sont publiés dans la RFG, on va proposer qu'ils passent aussi, en tout cas avec Jean-Philippe Denis sur Xerfi Canal. Le positionnement de la revue, comme on vous l'a dit, je vous l'ai dit, c'est aussi d'élargir, de valoriser quand même les sciences de gestion auprès des professionnels. Et donc, on a eu, par exemple, l'année dernière, alors ça peut arriver ponctuellement, des appels à contribution. On a eu un appel Nébesis l'année dernière pour les présidentielles, enfin l'année dernière. Il y a déjà quelques mois, et on a eu donc des contributions donc labellisées RFG pour Le Monde, Les Échos, Acteurs Publics, et puis d'autres médias en fait qui ont pour but de vulgariser en fait les sciences de gestion, puisque c'est aussi l'idée. Donc on a une forte présence sur les réseaux sociaux, hein, donc LinkedIn, Twitter, Facebook. Comme l'a dit tout à l'heure Wari, il y a la possibilité aujourd'hui de citer un article de la RFG en anglais. Donc ça peut être intéressant parce que parfois, quand vous-même vous écrivez des articles dans des revues anglophones, on a peut-être du mal à se dire qu'on va citer une revue française. Là, le fait que ce soit possible en anglais, ça peut faire que ça fait aussi connaître quelque part la recherche francophone à l'étranger. Donc c'est pas inintéressant. Donc voilà un petit peu pour le positionnement général. Hein. Donc avec, encore une fois, on essaie de parler à l'ensemble des sciences de gestion, et on essaie que la recherche en sciences de gestion soit présente dans d'autres médias, et en tout cas entendue par des décideurs, des managers, etc. Alors évidemment, la GRH a toute sa place dans ce processus, vous en doutez bien, et Élise et moi, on le porte également. Alors, donc le processus de soumission, donc c'est assez un peu particulier du fait du positionnement de la revue. Donc on essaie de présenter des articles qui ne soient pas trop marqués par leur discipline. C'est-à-dire qu'on essaie de parler un petit peu à tout le monde. Alors ça passe déjà par un titre. Alors on pourra échanger hein, tout à l'heure éventuellement, et puis tout au long de ce colloque. Donc un titre qui parle à tout le monde, et une introduction qui soit centrée sur les enjeux managériaux des organisations et organisationnels. Donc c'est par rapport à une problématique plus globale de l'organisation qu'il faut positionner les problèmes RH systématiquement. Donc c'est comme ça nous c'est ce qu'on attend en tout cas des articles hein, quand on les reçoit, quand on fait notre première sélection, si vous voulez, par rapport à ce qu'on reçoit. Donc ça nécessite un langage qui soit assez clair, évidemment. Donc ça c'est le premier aspect. Un autre aspect,
dans la mesure où on est lu aussi par des managers, on veut qu'il y ait une réelle discussion des résultats. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est pour toutes les revues scientifiques. Mais en plus des apports théoriques, on va insister sur les apports managériaux. Et très clairement, c'est une contribution importante pour les articles de la RFG. La méthodologie, elle est resserrée. Ça ne veut pas dire qu'elle est inexistante ou qu'elle est imprécise. Elle doit être concentrée. On peut demander éventuellement des annexes à la méthodologie, à cet encadré. Elle doit toujours être rigoureuse et précise, mais c'est vrai que ça, c'est pas à la RFG, vous avez déjà vu des articles, la méthodologie, elle est sur voilà, une page à peu près. Et puis une bibliographie efficace de 1 ou 2 pages maximum, là aussi. Alors pour vous donner des petites indications sur les articles qui sont les plus lus, là aussi, de la RFG, donc je vous ai mis en rouge celles qui concernaient principalement des collègues en ressources humaines, donc voilà. Mais on voit qu'il y a quand même un nombre de vues très important. Donc le premier article, c'est méthode d'analyse des discours, donc ça c'est plutôt généraliste. Il a 24 844 consultations. Donc le processus voilà, de soumission, en gros, vous présentez votre article qui suit les normes de la RFG, il est reçu sur une plateforme, et là c'est Aurélien, Lise et moi qui regardons ensemble cet article et on se dit, ok, on y croit, on poursuit le processus d'évaluation ou on fait un desk reject, et ça on le fait assez vite pour que vous ne perdiez pas votre temps et que vous puissiez resoumettre à un autre moment ou dans une autre revue. Ensuite, on va chercher des éditeurs. Donc en général, ça peut prendre un peu de temps parce qu'on va chercher des personnes qui puissent relire, qui soient vraiment sur votre sujet. Donc on va se creuser un petit peu la tête parfois, mais on essaie que ce soit des personnes qui soient au plus proches en tout cas de votre sujet et qui vont faire un travail de reviewing assez conséquent, puisqu'on porte quand même une attention là aussi à la manière dont le reviewer fait son travail. Ensuite, donc il y a une évaluation en double aveugle, évidemment. On reçoit, nous, ces évaluations et s'il y a un décalage, on prend une décision, on croit au papier, en fonction s'il y a des modifications mineures, majeures, rejet, et on voit. Si le papier n'est pas rejeté, il est remis dans le pipe pour des évaluations. Et là, c'est de nouveau, voilà, on va voir ce qui se passe, mais il peut être rejeté quand même au second tour si les modifications apportées n'ont pas convaincu les évaluateurs. Après, voilà, donc c'est aussi aux auteurs de faire le travail attendu. Donc on a des dossiers spéciaux en cours. Alors il y a une procédure spécifique si vous voulez soumettre des dossiers spéciaux. Évidemment, il faut quand même que ce soit un thème qui parle à l'ensemble des sciences de gestion. Actuellement, on en a 3 en cours sur l'anthropocène. D'ailleurs, c'est clos. L'anthropocène et les sciences de gestion, qui a eu beaucoup de succès. Les synthèses narratives de littérature et puis histoire de la pensée managériale. Donc voilà, n'hésitez pas, soit si vous voulez soumettre un numéro spécial à regarder, c'est disponible sur le site, soit à proposer un article dans le cadre des numéros spéciaux. Quelques chiffres clés. Donc on a à peu près un taux d'acceptation de, on va dire, 14% entre le début et la fin entre le nombre d'articles qu'on reçoit et puis ceux qui sont publiés. Ceci étant, il y en a beaucoup qui sont rejetés parce que trop disciplinaires. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à élargir en fait le positionnement de votre article dans un premier temps. Et nous, en revanche, le délai de publication, il peut être un peu plus long. Il n'est pas de 3 mois, il est on va dire 1 an. Voilà. Ça peut être un peu moins. En fait, tout dépend là aussi des reviewers, du nombre de tours d'évaluation qu'il peut y avoir, mais c'est à peu près ça. Donc, je vous invite vivement, parce que c'est pas parce qu'on a un taux de sélection de 14%. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, la RFG elle est rang 2 sur le classement de la FNEJ. C'est pas parce qu'on a un taux de sélection de 14% que des papiers passent pas. Et voilà, quand on a un bon papier, on peut avoir des révisions même majeures, mais souvent on constate un grand écart entre le moment, la première version et la dernière version, et voilà, si on s'accroche, c'est tout à fait possible. Donc je vous encourage vivement à soumettre des papiers à la RFG. Voilà, je reste disponible si vous avez des questions tout au long du congrès. Merci.
donne la parole à Françoise. Merci beaucoup, Séverine. Alors, pour clôturer momentanément le bal de présentation des revues, je vais très brièvement vous présenter, mais je pense que beaucoup d'entre vous la connaissez, c'est la revue Gérer et comprendre. Hein. Alors, Gérer et comprendre, elle a été créée, cette revue, en 1985. Alors, c'est une revue qui a un positionnement, je dirais, assez original, hein, puisqu'elle a été créée à l'origine à la fois par des ingénieurs, donc l'école des mines, et le centre de recherche en gestion de Polytechnique, et puis des sociologues avec le centre de sociologie des organisations, Michel Crozier, il est dans les étoiles, bonjour Michel, et Erhard Friedberg. Donc on est vraiment, si vous voulez, à l'intersection entre les ingénieurs et les sociologues, mais aussi les psychosociologues. Le comité de rédaction, il est composé d'une vingtaine de personnes et il est tout à fait à l'image de cette mixité des profils qui reçoivent, qui étudient et évaluent les articles. Alors, nous recherchons, pour gérer et comprendre, des articles avec une forte épaisseur empirique. C'est-à-dire qu'on recherche des pratiques d'entreprise dans des domaines extrêmement différents. Hein. Ça peut être un collègue en finance, un collègue en stratégie, un collègue en ressources humaines, en compta contrôle, en système d'information qui va nous envoyer un article à condition d'avoir cette épaisseur empirique très très conséquente. Alors, il y a là, moi je suis membre de ce comité depuis pas mal de temps. Et il y a là en face de moi Nathalie, hein, Nathalie Rollet-Crozet, qui est aussi membre de ce comité. Il y a une vingtaine de personnes dans le comité de rédaction et il y a plus de 50 personnes qui travaillent avec nous en fonction des thèmes sur lesquels on a à statuer pour les articles. Alors, les articles, comment ça se passe? 40 000 signes, hein, plus un résumé. On recherche vraiment des études de terrain et à partir des études de terrain, les mises en perspective théoriques, ça c'est vraiment clé fondamentale pour nous. On recherche aussi des articles qui s'inscrivent dans une ligne de crête éditoriale pas toujours facile à tenir, c'est-à-dire qui mettent à disposition des réflexions à la fois empiriques et théoriques très riches, tout en réussissant à garder un langage accessible, donc en évitant parfois les dérives vers trop de jargon. Donc ça, c'est une ligne de crête que l'on tient. Alors, il y a 4 numéros par an. Le comité de rédaction, je parle sous ton contrôle, Nathalie, nous réunissons 8 fois par an. C'est absolument fantastique, ces réunions du comité de rédaction. Moi, c'est un plaisir fantastique. Ah oui, vraiment. Enfin, oui, c'est vrai. Alors, chaque article fait l'objet d'une évaluation en double aveugle. Hein, okay. Donc, le comité de rédaction se réunit 8 fois par an. Ça dure 3 heures, 3 heures et demie, parfois 4. Alors, quand c'est dans des salles aveugles, moi, je trouve ça un peu long des fois, mais quand même, c'est passionnant. C'est passionnant. Alors, chacun des articles qui a fait l'objet d'une double évaluation est discuté, hein, quand même, en comité de rédaction. S'il y a accord, ça continue. S'il y a demande de modification, ça continue. Et puis parfois, il peut y avoir des cas atypiques qui sont quand même très stimulants intellectuellement. C'est quand il y a 2 évaluateurs qui sont absolument pas d'accord. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Parce que chacun avance ses arguments et explique. Et c'est vraiment des débats intellectuels assez incisifs, avec des prises de position. C'est très sympathique, hein, mais c'est quand même vraiment bien. Hein. Là où j'aime beaucoup. Alors, parfois, on n'arrive pas du tout à se mettre d'accord. Alors, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, la décision qui est prise, qui est très originale, c'est que l'article est publié, mais en même temps est publié l'avis du rédacteur qui n'était pas d'accord.
je trouve que c'est un choix éditorial atypique et aussi atypique, original, et qui permet de faire progresser les réflexions. Et ensuite, l'auteur a un droit de réponse dans le numéro suivant. Donc voilà, si vous voulez, le mode de fonctionnement du comité de rédaction de Gérer et comprendre. Que vous dire d'autre? Depuis 2017, tous les articles et toutes les archives de Gérer et comprendre sont en open access, donc sont libres d'accès. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez les consulter, les utiliser autant que vous le souhaitez. Alors, j'entendais parler de taux de rejet, etc. Alors, nous, par an, on reçoit à peu près une centaine d'articles, voilà, et on en accepte par an une vingtaine. Également, tous les ans, on nous demande, aux membres du comité de rédaction, de choisir 5 articles qu'on estime être les meilleurs, ceux dans lesquels on a appris beaucoup de choses, tous les uns et les autres. Et les uns et les autres, ce n'est pas anodin, compte tenu de la diversité des profils qui composent le comité de rédaction de Gérer et comprendre. Et une fois que ces 5 articles sont choisis, ils sont traduits en anglais et mis online en anglais par Gérer et comprendre. Donc voilà tout le travail que l'on fait. Jean-Michel, tu as commencé tout à l'heure en disant « j'ai apporté 300 exemplaires ». Je n'avais pas pensé à apporter 300 exemplaires. Moi, j'en ai apporté 10%. Donc, 30 exemplaires de Gérer et comprendre qui sont là. Effectivement, alors ceux qui je ne sais pas comment vous pouvez avoir accès à ces 30 exemplaires. Ça peut s'en donner. Marie-Noël, merci. Merci Marie-Noël. Alors Marie-Noël, il y a un lien très fort qui nous lie depuis très longtemps. Il paraît que j'étais son professeur quand elle était étudiante. Ça me fait un coup à chaque fois quand elle me dit ça. Voilà. Donc voilà. Et puis également, alors il y a un petit flyer sur Gérer et comprendre. Hein. Voilà. Ah oui. Alors ça, c'est aussi très intéressant parce que quand, je crois que c'est Lionel, tu m'as demandé de présenter Gérer et comprendre. Enfin, vous m'avez demandé il n'y a pas longtemps. Donc, sorry, je n'ai pas pu préparer de slides, mais j'ai demandé très très vite à Gérer et comprendre et à Alexia, avec qui on travaille. Je lui ai dit, est-ce que tu ne pourrais pas faire un petit flyer rapide? Et alors, elle a créé ça. Donc, en indiquant une information, je trouve très intéressante, 6 semaines entre la soumission de votre article et la décision du comité. Voilà. Et ça, je crois qu'on y arrive parce qu'il y a ces 8 réunions du comité de rédaction par an qui durent 3 ou 4 heures. Alors qu'avant, on les faisait toujours en présentiel. Avec la Covid, on a fait du distanciel et maintenant, on est sur de l'hybride. Mais c'est fantastique de se retrouver bouclé dans cette salle-là, aveugle, pendant 3 ou 4 heures. Donc voilà, voilà, si vous voulez, c'est aussi un état d'esprit, je trouve, Gérer et comprendre. Hein, aussi un état d'esprit. Voilà, donc si vous avez d'autres informations, enfin si vous avez des articles à nous envoyer, envoyez-les. Hein, ça nous donnera encore plus de travail. Alors quand dans le comité de rédaction, on n'a pas l'expertise pour traiter, lire l'article, on a une 50aine d'autres personnes qui travaillent avec nous, qui relisent. Et si on a un article sur un thème totalement inédit pour l'ensemble de ces, à peu près, on va dire, 70 personnes, hein, qui sont dans la mouvance de Gérer et comprendre et qui envoient les commentaires et des commentaires assez détaillés. C'est ce que tu me rappelais tout à l'heure, hein, Lionel, des commentaires. Enfin, on essaye de faire le plus détaillé possible pour être utile à chaque personne. Et bien, si on n'a pas l'expertise disponible, on cherche à l'extérieur une expertise complémentaire pour effectivement lire le texte, l'évaluer et renvoyer les évaluations. Donc voilà la manière dont on travaille. Alors voilà, il y a ce que j'ai apporté dans la valise. Eh bien, merci beaucoup à vous 4. Donc du coup, maintenant, nous pouvons nous diriger sous le Barnum pour écouter les éditeurs en face à face et en même temps pour un pot d'accueil.